Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur ABC. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission avec un nouvel invité qui ne vous laissera pas indifférent, ça j'en suis convaincu, de par sa personnalité, de par son parcours, de par un ouvrage également qu'il a écrit. Et avant de commencer, il y a une date évidemment qui est marquée au fer rouge, indélébile, sur son corps, dans son esprit, dans sa vie. C'est la date de 98, l'année 1998, la Coupe du Monde de football. Que faisiez-vous un 12 juillet 1998 à part célébrer mon anniversaire? Je vous le demande, vous faisiez sans doute la même chose que tout le monde, c'est-à-dire hurler devant votre écran en disant nous sommes champions du monde et 1 et 2 et 3. Franck Leboeuf est mon invité. Bonjour Franck. Bonjour Marc, bonjour à tous. Je suis Alors j'ai regardé ravi. encore, il n'y a rien de marqué de Il n'y a 98. rien de marqué. Non mais est-ce que on parle toujours de cette Coupe du Monde 98, toi, le champion du monde de football, est-ce que ça te fatigue cette référence ou est-ce que incontestablement ça va te suivre toute ta vie? Bien sûr que non, ça ne fatigue pas et c'est même plutôt adorable que 23 ans après on nous en parle et Eh et oui. on m'en parle tous les jours. C'est ça qui est impressionnant, mais vraiment tous les jours. Et je peux être dans n'importe quel coin du monde, il y a toujours quelqu'un qui va se dire ah ouais, d'accord, la France, alors même s'il ne me reconnaît pas, mais c'est amusant parce que j'ai vu des gamins il n'y a pas longtemps, parce que je fais de la musculation pas loin de l'hôtel où les joueurs du PSG sont. Et, euh, et il y avait des gamins qui étaient là et qui. Pardon, j'ai un coup de fil. Vas-y, Et il y a vas-y. des, et il y a des gamins qui m'ont reconnu et me disent ah, mais vous êtes le journaliste. Je dis non. Je dis non. Et il y a un mec qui a ce côté, il dit eh, bande de petits cons, bah, c'est lui, c'est un champion du monde. Oh, champion du monde, vous êtes le gardien de but? Non, toujours pas. mais, Eh oui. mais bon, Ouais. c'est pas grave, ça s'effiloche, mais on se Ouais. rappellera qu'en 98, on a gagné la Coupe du Monde, ça durera, j'espère, le plus longtemps possible. Bien Mm. sûr qu'on va se rappeler de Zidane, on va se rappeler de Deschamps, le capitaine. Mais nous, moi, j'ai juste le plaisir de discuter avec les gens qui nous racontent leur jour de 12 juillet et surtout qui nous disent merci. Ils ne nous disent pas bravo, ils nous disent merci parce qu'on a eu l'impression de partager quelque chose. C'est ça qui Mm. va rester. Après, des Mm. titres, voilà, c'est perso, mais la France, elle a vibré pendant quelques mois, elle a fait la fête, c'était sympa, on était tous ensemble, c'était parfait. Voilà, et tout le monde aura oublié mon anniversaire du 12 juillet, hein, comme ça au moins ça c'est réglé. Je Ben m'en voilà. souviendrai encore. Je m'en souviendrai Tant pis encore. pour toi, t'as des Tant pis canettes dans pour les moi. cheveux, qu'est-ce que tu veux. Alors, pourquoi est-ce qu'on invite sur ABC Franck Leboeuf? Parce qu'il y a cet ouvrage, c'est le deuxième livre de Franck, qui s'appelle Y croire pour soi, une histoire de force et de confiance. C'est sorti chez Très Daniel, le courrier du livre, et c'est absolument passionnant parce qu'on revient évidemment sur son parcours, on apprend des choses sur son côté évidemment très charismatique. On parle d'ambition, on parle de réussite, de mental, on parle d'argent, on parle de la famille, on parle d'engagement, on parle de transgression de certaines règles aussi quand tu étais ce sportif de haut niveau qui n'avait pas envie de respecter les consignes des staffs de football. On y parle de la famille, etc., etc. Est-ce que tu aurais aimé, Franck, avoir ce livre il y a 30 ans dans les mains? À Dijon, ça m'aurait rassuré, oui, quand j'avais 18 ans et plus rien, ben, justement dans les mains, puisqu'on m'avait fait arrêter mes études un an avant et pour me virer du centre de formation. C'est vrai qu'à 18 ans, j'étais un petit peu perdu, où je me suis retrouvé à monter des agglos au deuxième étage de ce qui est devenu un marché floral. J'avais, ben, comme beaucoup de jeunes de maintenant, ben, beaucoup de flou devant moi et beaucoup d'interrogations. Et oui, ça m'aurait aidé. Je veux juste te dire que c'est pas le premier livre, c'était une autobiographie, hein, c'était en 2002, il me semble. Là, c'est pas du tout ça. Je me sers de mes anecdotes de vie pour expliquer aux gens que on peut rêver, on a le droit de rêver, on a le droit de se planter aussi, et on a le devoir de réagir et sans doute chacun en soi la force de pouvoir faire quelque chose d'énorme, de grand, parce que j'avais pas de don particulier. J'avais juste une grosse envie de faire quelque chose de spécial. La première chose, quand on lit ton ouvrage, Franck, d'abord tu tutoies le lecteur. Oui, parce que en fait, c'est du développement personnel. Et au début, j'ai commencé à écrire et vous voyez. Et en fait, c'est l'éditeur qui m'a dit ah, je suis pas sûr que ça fonctionne. Il faut aller dans le rapprochement. À moi, comme j'ai beaucoup de respect pour les gens, quand je ne les connais pas, les gens, j'ai du mal à les tutoyer. Je Eh fais oui. plutôt attention. On m'a appris l'éducation. Bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Et puis surtout le vouvoiement. Et on m'a dit non, non. Alors c'est vrai que dans le football, on a tendance à se tutoyer rapidement et même tout de suite. Mais on m'a dit dans ce format de livre, il faut être à côté. En fait, on est
la bonne personne sur l'épaule droite, vous savez, le diable et l'ange que vous avez, moi je suis la bonne personne qui va essayer de vous aider. Je ne vous veux pas de mal, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Je veux juste du bien, je veux juste vous voir réagir et être heureux. Voilà. Fais Mais ça, en, ne le fais pas, voilà, c'est à vous de choisir. mais en tout cas, tu préviens dès le départ le lecteur en disant est-ce que tu es prêt à souffrir, hein, que les choses soient claires, il n'y a rien sans travail, sans exigence, sans mental. Ben, je suis sans filtre. En fait, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours dit 100% pur le bœuf. Mais c'est comme ça que j'ai été éduqué par un père qui était dur. Il a fait que j'ai 30 ans et que je sois champion du monde pour qu'il soit fier de moi. Et il me l'a dit ce jour-là. Mais j'ai aussi eu des entraîneurs qui me disaient quand j'étais mauvais, mais Franck, t'es une catastrophe. Qu'est-ce que tu fais? Il faut réagir, sinon tu dégages. Ça a toujours été comme ça, ma vie. Et je suis au théâtre maintenant et je sais que si je suis mauvais, ben, les gens ne viendront pas me voir sur la prochaine pièce. Donc, il n'y a pas de faux semblant. Tu es bon ou tu es mauvais. Maintenant, on a tendance à dire aux enfants et même aux joueurs de foot, tu sais, tu es un grand joueur, mais aujourd'hui, tu n'as pas été... Non, non, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, tu as été nul. Mais tu vas réagir parce que tu es un grand joueur. Mais tu as été nul. Je tenais à te le dire et c'est pas normal, c'est pas ton standing. Donc, moi, je dis ça aux gens. Vous n'êtes pas heureux, mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent pour être heureux? Rien, vous vous êtes laissé engloutir. Tu veux m'écouter ou tu veux pas m'écouter? Tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Oui, c'est pas facile. Oui, certains vont me dire, non mais vous, c'est facile pour vous, vous avez réussi. Ben non. Eh non. Bien sûr qu'à posteriori, oui, c'est facile. Mais sur le moment, j'ai été comme tout le monde, j'en ai chié. Et c'est là où je veux vous amener. Et là, précisément, tu dis dans ton ouvrage qu'on ne vienne surtout pas me dire que je suis un privilégié, et encore moins que j'ai seulement eu de la chance, j'en ai véritablement bavé. Et on va voir dans ce parcours, il y a une expression très familière et un peu cavalière qui dit, t'as même crevé la dalle quand même à une époque dans le démarrage de ta carrière footballistique. Bah oui, mais c'est le processus normal. Je parle du pain noir et du pain blanc. Je pense que pour apprécier le pain blanc, c'est-à-dire les bonnes nouvelles, ben, il faut bouffer du pain noir, sinon on n'a pas de comparatif. Et c'est vrai que quand tu as 18 ans et que tu t'en vas à 800 km de chez tes parents pour te retrouver dans une cité à Meaux, en Seine-et-Marne, et puis être amateur et vendre des fringues, se lever à 6 heures le matin et bouffer pour 100 francs par semaine avec ta fiancée, bah c'est tout sauf facile. Tu vas jamais au restaurant, tu vas jamais t'acheter de fringues, tu vas à Paris le dimanche parce que la plupart des magasins sont fermés à cette époque-là. Donc, mais j'ai jamais pensé, est-ce que je vais mal? Est-ce que je suis en dépression? Est-ce que je vais pas être bien? Non, j'étais même heureux parce que j'étais dans l'expérience, j'étais dans la tentative du bonheur. Et c'est ça que je veux amener les gens. C'est là où je veux amener les gens. C'est que il faut se dire que on a le droit de souffrir, on a même le devoir de souffrir pour apprécier. Moi, je parle des gosses de riches aussi. Je le dis, les gosses de riches. Je dis, mais c'est terrible pour eux. Ils ne savent pas ce que c'est le bonheur, en fait. Parce que tout est indu. On leur donne tout. Et quand ils l'ont pas, ils râlent. Mais ils ne savent C'est pas ce où que est le tu bonheur. dis. C'est ce que tu dis notamment avec la nouvelle génération de footballeurs. Tu es un peu aussi la dent dure avec eux en disant qu'aujourd'hui, il y a des mots comme par exemple l'ambition ou le fait. Il y a des mots qui sont devenus véritablement des gros mots. Tu parles du mérite, de l'effort. Tout ça, ça n'existe plus quand tu parles notamment de la nouvelle génération de footballeurs qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle tu étais il y a quelques années. En fait je mêle tout le monde et la société en général, où quand on parle d'ambition, de mérite, de force et de courage, et puis surtout euh, de tout faire pour réussir. Les gens tout de suite voient le mal, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Écraser les autres? Non, non, j'ai jamais écrasé personne, j'ai jamais insulté personne, j'ai toujours respecté, mais il fallait me respecter aussi. Et je me suis pas laissé engloutir par le bien-pensant, par faut faire attention. Non, non, je vous dis, Hmm. j'ai jamais pensé que quelqu'un était meilleur que moi. Je savais que certains étaient très très forts, mais ça ne m'a jamais empêché de penser que j'étais aussi fort qu'eux. Et cette nouvelle génération, on a l'impression qu'ils sont pas, ou ils sont trop moelleux, ou ils sont trop gentils, ou ils s'en foutent, je sais pas. Mais on a l'impression que tout passe au-dessus. Moi, quand je voyais les joueurs de foot à l'époque, quand on allait sur un terrain, on allait, pardon, hein, on allait à la guerre. On allait parce que on refusait, c'était où le ballon ou le mec. Là, ils perdaient un match, c'est pas grave, on verra le prochain. On a l'impression qu'ils sont tous potes, mais qu'en fait, ils s'en foutent parce qu'on est dans un monde complètement égoïste et personnel. Je ne me retrouve pas dans le football. Je travaille, donc je fais mon boulot de chroniqueur et de consultant par rapport au football.
mais je ne me reconnais plus dans ce football-là. Pour moi, il y a plus que je recherche. Ouais, tu évoques notamment certaines ambiances dans les vestiaires à ton époque où effectivement quand le coach faisait une remontrance, on courbait les chines, on baissait la tête et puis on se disait bon allez il faut y retourner, on a la rage de vaincre et de satisfaire le coach. Aujourd'hui c'est presque l'inverse, c'est presque les coachs qui flippent à l'idée de devoir faire une remontrance. Ben, je l'ai eu par des échos d'entraîneurs qui me disent que quand les joueurs ils rentrent dans un vestiaire, le premier truc qu'ils font, ils vont sur Internet pour voir sur Twitter ce qu'on a pensé de leur match. Et l'entraîneur te dit je ne peux pas parler. Pendant 10 minutes, je ne peux pas parler parce que de toute façon, ils ne vont pas écouter. Et ça, c'est terrible. Parce que, en fait, tu donnes le droit à des gens qui ne connaissent rien de te juger sur ta performance. Moi, j'avais même pas besoin que l'entraîneur me dise si j'avais été bon ou si j'avais été mauvais. Je savais au fond de moi. Je n'avais pas besoin d'aller voir l'équipe le lendemain pour savoir si j'avais une bonne note ou une mauvaise note. Je savais, je rentrais chez moi et je dis bon, aujourd'hui, j'ai été catastrophique. Alors, puis il y a des fois, je rentre à la maison, je dis, oh, aujourd'hui, je suis le roi du monde. Demain, je suis tranquille, personne ne va m'embêter dans les rues ou dans les journaux. Je vais être le king. J'ai marqué 2 buts, j'ai sauvé sur ma ligne, on a gagné, tout va bien dans le monde. Là, c'est, oh là, qu'est-ce que que les gens vont penser de moi? Mais on s'en fout ce que les gens pensent de toi. De toute façon, il y aura toujours des gens qui ne vont pas t'aimer. Et c'est ça que je reproche un petit peu à cette nouvelle génération. Alors je le regardais et tu en parles très précisément dans ton livre, hein, Y croire pour soi. Je regardais quelques chiffres, 17 ans de carrière, évidemment, défenseur. Et c'est là où tu expliques attention, c'est pas parce qu'on est défenseur qu'on ne marque pas de but et notamment de penalty. Et il y a une métaphore avec le penalty que tu évoques dans ton livre, on va y revenir, qui est très intéressante. 110 buts au total, 31 entorses aux 2 chevilles, 14% d'élasticité sur les tendons. Et quand on sait qu'il faut une opération chirurgicale à partir de 10-12%, toi, tu continues. Ulcère à l'estomac avec les anti-inflammatoires, des problèmes au ménisque, 2 pubalgies, les sections des quadriceps. Et malgré tout ça, et c'est ça aussi la force du mental que tu as et qu'on découvre dans ton livre, c'est que tu n'acceptes aucune opération chirurgicale, tu ne veux faire que des choses naturelles. Ouais, parce qu'il y a toujours moyen. Quand on fait une opération, il y a toujours quelque chose qui va se déclencher après. Il y a une réaction à une opération. Donc, c'est toujours. Quand j'ai eu ma pubalgie, je suis allé voir un docteur en Angleterre qui m'a dit oh là, je t'opère demain. Et puis j'ai regardé dans son bureau, il y avait des photos de tous les joueurs qu'il avait opérés. Il devait sans doute manquer une place pour mettre un cadre avec ma sale gueule. Et je me suis levé, j'ai dit écoutez, vous n'allez pas m'opérer, vous n'allez rien faire du tout parce que je ne suis pas un morceau de viande. Je vais aller me faire soigner. Je suis allé me faire soigner par un ostéopathe et j'ai bouffé des anti-inflammatoires pour pouvoir m'entraîner. Il fallait que je prenne un anti-inflammatoire le soir pour sortir de mon lit pour aller m'entraîner. Sinon, je ne pouvais pas me lever. Et j'ai continué à jouer. Malheureusement, bien sûr, ça a eu un incident. J'ai un ulcère à l'œsophage. Donc, j'ai eu 6 mois de traitement. Maintenant, mon œsophage va très, très bien et mon estomac aussi. Mais ça fait partie du truc. J'ai eu 4 fractures du nez. Je me suis fait opérer du nez à la fin de ma carrière parce que je ne respirais pas, parce qu'on craignait une crise cardiaque. J'ai une fracture du plancher orbital, j'ai une fracture là, j'ai 2 fractures de la mâchoire. Mais j'ai choisi quelque chose qui était risqué, c'est un sport de contact. Mais on prend. J'ai fait attention à ma carrière, j'ai fait attention à ma vie, mais on prend le risque d'aimer quelque chose. Et moi, c'est passionnel. Moi, mon truc, c'était de jouer au foot. C'était pas de regarder mes potes jouer parce que j'étais blessé. Donc, quand j'étais blessé, c'était une chasse contre le temps. C'est vraiment une course contre le temps où je voulais absolument revenir sur le terrain. J'ai fait 17 ans de carrière, je peux vous dire que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est pour ça que je parle jusqu'à vomir, hein, jusqu'à vomir à un voilà. moment donné sur les entraînements où tu expliques que c'était terrible parce qu'il fallait aller au bout du bout, quoi. Ouais, mais je suis allé au bout de ma passion. Sincèrement, quand je regarde les autres courir, je me dis, mais comment ils font? Comment j'ai pu faire 17 ans comme ça? C'est un truc de fou. Et peut-être que les gens vont pas me comprendre. Pour certains, on fait juste taper dans un ballon, voilà, c'est peu importe. Mais la discipline que l'on doit avoir, l'envie de réussir, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent être footballeurs, mais pour être champion du monde, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais en fait, j'en pouvais plus parce que j'en pouvais plus des voyages, j'en pouvais plus des sacrifices, je voulais une vie normale et je ne l'ai pas eu pendant 20 ans. Donc, à un moment donné, tu dis stop. Il y a des gens qui me disent oh, vous jouez encore au foot? Je dis mais non, mais moi c'était un métier, ça a été une passion, c'est devenu un métier et c'est devenu compliqué à la fin, quoi. Donc, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus.
Alors, dans ton livre, évidemment, tu retraces un petit peu tous les clubs dans lesquels tu es passé, du centre de formation à Toulon, hier, Meaux, les clubs que tu as refusés, Reims, les clubs italiens qui te proposaient des sommes incroyables. Et on peut se poser la question de savoir d'où ça vient, ce mental. Est-ce que c'est ton éducation? Est-ce que tes parents y sont pour quelque chose? Mais ce qu'on découvre surtout dans ton livre, c'est que le foot, c'était pas du tout ton truc au départ. Moi, je pensais qu'il y avait un ADN de footballeur professionnel, de futur champion du monde, dès le départ, presque à la naissance. Pas du tout chez toi. En fait, non, parce que si mon père a été très très dur pour moi, il m'a jamais fait croire que le football était un métier. Il m'a toujours laissé penser que le football c'était un jeu. Et quand les recruteurs sont venus me chercher, taper à la porte de chez moi, j'avais 10 ans, mon père il les a envoyés balader, il a dit non, 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 il joue au village à Saint-Cyr-sur-Mer, je C'est ça. suis son entraîneur, vous allez le laisser avec ses copains, il va aller à l'école avec ses copains, le mercredi après-midi il s'entraîne avec ses copains, le samedi il joue avec ses copains, et il va très très bien comme ça. Ne venez pas l'embêter jusqu'à au moins 14-15 ans, et ça s'est fait à 16 ans même. Et c'était très bien comme ça. Et donc, moi, je pensais que c'était pas un métier. Donc, je pensais pas qu'on pouvait, quand je voyais les autres jouer, mais je me dis, bah, ils s'amusent, Platini et le reste, c'était pas un métier. Et par contre, je regardais au théâtre ce soir avec ma maman où je voyais les marins, les Bel Air, tout ça, qui sont mes héros, la Maillan, comme on l'appelait. Et je trouvais extraordinaire de pouvoir raconter une histoire sur scène. Et ça, j'avais compris tout de suite que c'était un métier parce que tout se passait à Paris. Donc, il fallait bouger. Donc, pour moi, dans ma petite tête d'enfant, c'était quelque chose de compliqué. Donc, c'était un métier. Et moi, je voulais faire ça. Sauf qu'il n'y avait pas de cours à Saint-Cyr-sur-Mer de théâtre. Il y avait rien. Et mon père a créé le club de foot et j'ai joué au foot. Et c'est après que j'ai compris. Mais j'ai toujours gardé ça dans ma tête. Et j'ai joué mon premier film en 2000 alors que je suis joueur de Chelsea. Ouais, absolument. Ouais, on va y revenir justement sur cette grande étape de Chelsea. Et alors, tu parles de... Parce qu'au départ, il y avait le tennis aussi. Et puis, il y avait un boulot qui n'avait rien à voir. C'est-à-dire que tu voulais être veto tellement... Enfin, encore aujourd'hui, tu aimes les animaux et t'en parles dans ton livre. Mais donc, le football est quand même très, très loin de tes considérations, effectivement. Non, le football était toute ma vie, parce que je jouais au football presque tous les soirs après l'école. Mais c'était un jeu. C'est un jeu, absolument. C'était un jeu. Et quand je vois que à 8 ans et demi, Mbappé, il sait déjà ce qu'il va faire et qu'il va être footballeur professionnel, c'est obligé qu'à un moment donné, tu dérailles, tu dérapes et que, avec l'argent en plus, tout ça. Moi, ce garçon, je l'adore. J'essaie de le défendre au maximum parce qu'à 22 ans, être là-haut, qui peut dire à 22 ans qu'il aurait la tête froide et qu'il aurait tout son sang-froid et toute sa clairvoyance? Je pense que c'est impossible. Mais c'est déjà devenu un métier à 10 ans pour ce garçon. Quand, quand va arriver le moment où il va en avoir ras-le-bol? Voilà, parce que le plaisir de jouer doit rester le plus longtemps possible. C'est compliqué de le garder, mais lui, c'est très compliqué parce que ça a démarré très très jeune. Voilà. Moi, les autres sports, j'ai adoré. J'ai fait tous les autres sports, j'ai adoré. Tous les sports, je les adore. Après, je pense que où j'étais le plus doué, c'est certainement le football. Et les autres métiers vétérinaires, moi je suis un gaga des animaux, je parle à ma femme, elle dit mais c'est bon, ça arrête, je regarde mes deux chats qui se Oui. fritent le matin, on en a trois, et j'en ai deux qui ont le même âge et qui s'amusent toute la journée, mais moi je les suis, mais je ferai 30 millions d'amis avec ma caméra tous les jours, et puis j'ai une petite chienne qui me parle et tout ça, j'ai perdu deux chiens, enfin, j'aurai des chiens jusqu'à la fin de ma vie, moi mon rêve, j'ai acheté une petite maison de campagne, c'est d'avoir 10 chiens, 15 chats, des oies, des moutons, enfin voilà. Et en fait, ouais, je crois que j'aime de plus en plus ces animaux. Malheureusement, j'aime de moins en moins l'humain. De moins en moins l'humain. Donc effectivement, il y a une espèce de déclic. Donnais tout à l'heure l'âge de 16 ans. On a tous connu les fameux voyages qu'on faisait de lycée à lycée, de ville en ville, lorsqu'il y avait des correspondants en Angleterre ou en Allemagne. Toi, c'est en allant en Allemagne, tu as le déclic, le football, et tu te dis, c'est bon, je veux faire ça. Ouais, 182, donc j'ai 14 ans. Et là, je découvre vraiment le football au plus haut de sa passion, de sa haine aussi, avec cette demi-finale de Coupe du Monde 82 contre l'Allemagne, avec Battiston qui se fait casser la tête et qui tombe dans les pommes par Schumacher. Quelle Euh, image. L'arbitre qui on va retrouver le lendemain rigole avec les Allemands à l'aéroport. Enfin voilà, tout ça. Moi, je me fais virer. Je suis dans une famille allemande. On gagne 3-1. La France gagne 3-1 et on se fait dégager par la famille. On a dormi dehors avec un pote. Au point que ça nous a tellement énervé, mais comme ils ont plein de vélos, les Allemands, c'était une petite ville qui s'appelle Denzingen. Je salue les habitants qui ne nous écoutent pas. Mais en fait, on a déplacé tous les vélos toute la nuit.
Comme ça, le lendemain matin, ça a dû être le bordel pour eux pour aller travailler. Mais c'était notre revanche par rapport à cette défaite, mais tragique. Mais tragique. Et ça, ça nous a marqué. J'en ai parlé avec Alain Giresse, j'en ai parlé avec Michel Platini, avec tous ces anciens que j'admire, qui sont mes idoles. Et je leur ai dit, nous, quand on a fait notre carrière et quand on a démarré en équipe de France, on savait qu'en gagnant 3-1, plus personne ne reviendrait à 3-3. Parce que vous avez vécu ça et ça a été un traumatisme pour nous. Et quand on gagne 2-0 contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde et qu'on a 10 contre 11 parce que Marcel Desailly est expulsé, mais le premier truc qui me vient dans la tête, c'est ils ne reviendront pas. Ils ne vont pas nous faire le coup des Allemands. Les Suisses l'ont fait aux Français il n'y a pas longtemps. En Coupe du Monde 3-1, ils sont revenus à 3-3. Mais j'ai une un Roland. J'ai des sueurs de 82 qui me sont revenus. Oui. Parce que pour nous, ça a été un traumatisme. Pour eux, ils n'étaient même pas nés. Donc, Franck, cette détermination que tu as dès 14 ans, elle va s'inscrire en toi comme ça, comme quelque chose qui est ferme et définitif. Alors, justement, on en revient à l'éducation que tu as pu avoir. Est-ce que tu es dans cette éducation de l'agnac, de l'effort, du travail? Comment est-ce que tu présentes la chose à tes parents en leur disant, à ton père, en disant, ben voilà, je choisis de faire une carrière professionnelle de footballeur? Oui, alors j'ai cette éducation-là. Je pense qu'on est dans un état de droit, mais on a oublié l'état de devoir. Et je pense que les gens sont en attente de beaucoup de choses, mais sont peu à même à donner d'abord qu'autre chose. Je pense que quand arrive le moment où je dois me décider, je me fais virer du centre de formation, je dis à mon père, écoute, c'est très simple. Je vais partir, mais je veux partir dans le nord. Je ne veux pas aller dans le sud. Je connais trop les gens du sud, les fausses promesses, les choses comme ça. En fait, j'ai créé en moi une irascibilité de certaines personnes du sud qui promettent et qui ne tiennent pas. Et donc, je dis, je m'en vais. Et je vais partir à Meaux. Mais je suis un gamin. Et si tu parles à Gilbert Grèce, qui a été mon entraîneur, il va te dire que j'étais un je m'en foutiste. Parce que je n'ai pas écouté ce qu'il me disait de faire. Mais j'avais un plan de carrière. Je savais exactement où je voulais en venir. J'ai écouté, parce qu'à l'époque, je jouais milieu de terrain, Ange Anziani, qui était l'oncle de Philippe Anziani, qui était mon entraîneur à Meaux, et qui un jour m'a dit, Franck, je te vois à l'entraînement, tu joues derrière, et tu m'as l'air à l'aise. Viens, on essaye derrière. Alors, moi, je voulais jouer au milieu de terrain, mais je l'ai écouté, et j'ai vite compris les choses, et j'ai vite compris où était mon avantage de ça. Mais il y a une certaine manière de me parler, encore une fois. Je pense que certains entraîneurs m'ont respecté, m'ont aimé. Tu parles à Ruud Gullit, il va te dire que je suis le mec le plus sympa au monde. Tu vas parler à Gilbert Grèce, il va te dire que je suis le plus petit con qu'il ait jamais vu. Mais voilà, mais est-ce que tu m'as respecté pour mériter mon respect? Et c'est là le problème. Moi, j'ai respecté tout le monde, j'ai fait attention à tout le monde, mais quelquefois, on m'a un petit peu oublié au passage. Donc, je rappelle aux gens qui n'ont pas fait leur devoir. Mais c'est vrai que cette mentalité, je l'ai, sans écraser les gens, encore une fois. Ça, mais tu le précises dans le livre, hein, tu le dis bien, effectivement. Les tordus, je ne les supporte pas. Et on les voit, même dans le football, les mecs qu'on pense qu'ils sont bien, que la presse a adoré, on trouvait que c'était des bons mecs dans le foot, que moi j'ai vu, que je connais. Ça ressort, quelquefois, poum, tu prends une petite claque. Je dis, ah tiens, ça, la vérité ressort. Mais voilà, je suis qui je suis, avec tous mes défauts. Mais par contre, ce que j'ai, c'est que je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un qui m'aurait respecté. Ça, c'est clair. Ce qui est extraordinaire quand on te lit dans cet ouvrage, c'est la maturité que tu peux avoir. Aujourd'hui, quand on voit la génération des ados, 15, 16 et un petit peu plus, des pré-adultes, on se dit qu'on en est quand même très très loin. Toi, tu es à Meaux, il y a des clubs évidemment qui te sollicitent, je pense notamment au club de Reims. On te propose 5 fois ce que tu touches, et Dieu sait que tu touchais pas grand-chose à l'époque, hein, à une centaine d'euros par semaine. Et alors, je me dis, tu refuses là où on t'offre un pont d'or, ce qui était un pont d'or à l'époque. Qu'est-ce qui fait dans ton mental de l'époque que tu te dis non, je sais que ma carrière ne passe pas par un club comme Reims, par exemple, qui t'offrait beaucoup mieux? L'envie de jouer, en fait. L'envie de jouer au plus haut niveau. Reims me propose de retourner au centre de formation, de m'entraîner au centre de formation. J'avais 18 ans et demi. Je trouvais qu'il fallait que je m'entraîne avec l'équipe première et que je devais passer un autre cap.
Donc c'est pour ça que j'ai refusé. Quand les clubs italiens m'appellent et me proposent 50 000 francs par mois, alors que j'ai 18 ans et que j'ai rien fait, mais pour être le troisième sur la liste des défenseurs centraux, je me dis mais jamais je vais jouer. Moi, je veux jouer au football. J'ai jamais fait passer l'argent. J'ai gagné de l'argent, mais parce que je le méritais. Quand j'ai signé à Chelsea, le président m'a dit c'est l'affaire du siècle. Ben, le lendemain, j'ai tapé à la porte parce qu'on venait de gagner la Cup. Ça fait 26 ans que Chelsea n'avait pas gagné un titre. J'ai dit ben, l'affaire du siècle, il a quand même oublié d'être bête. Donc, il va falloir quand même payer maintenant. Mais le mec, il a rigolé, il m'a doublé parce qu'il savait que j'étais payé en dessous de ma valeur. Et donc, il m'a payé. Mais pour Reims ou pour l'Italie, quand on me demande, je cherche quelque chose, je cherche un club pour jouer. Parce que j'aime le football. Je ne cherche pas un club pour manger, je cherche un club pour jouer. Manger, j'aurais pu faire n'importe quel autre métier, je m'en foutais. Mais avoir mes fesses sur un banc, ça ne m'intéressait pas. J'étais prêt à le faire un petit peu, au point que quand je signe à la balle et que le président me dit oui, t'inquiète pas, elles sont belles ces photos, tiens. T'as vu un peu il y a du dossier. Il y a un mélange de je sais pas quoi, Bruce Willis avec la moustache, mais ça ne suit pas au niveau de la coupe de cheveux. Enfin, bon, voilà, allez, passe, reviens vers moi. Et en fait, quand le président de Laval prend un titulaire, il prend un titulaire, il me dit on a pris ce joueur-là parce que tu n'es pas prêt. Je dis mais je sais pas, c'est comme vous voulez. Si vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour rien, il n'y a pas un problème. 3 mois après, c'est moi qui vais jouer. Donc voilà, mais avec le respect, avec un vouvoiement, avec pas d'insultes, avec un truc comme ça. Mais voilà, mais pourquoi j'ai préféré rester avec mes 100 € par semaine de bouffe à Meaux, un an de plus, c'est parce que en plus j'étais en train de changer de placement sur le terrain, parce que je devenais libéraux, et surtout parce que je n'aurais pas joué à Reims, je n'aurais pas joué en Italie, les deux clubs qui me voulaient. Donc ça ne m'intéressait pas. Mais c'est ça qui est extraordinaire, cette maturité de se dire il n'y a pas. Par rapport à la nouvelle génération, on vit dans un autre système. Il faut essayer de comparer les générations et pas tout taper sur la nouvelle génération parce que c'est vraiment pas facile pour eux. Je sais que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi parce que c'est certainement pour eux. Ils vont devoir faire 3-4 métiers. On est trop nombreux sur Terre. Il n'y a personne qui le dit ça. Quand j'entends les politiques parler, qui me disent qu'ils vont régler le problème de l'emploi, mais ça va commencer à être compliqué de trouver un emploi pour tout le monde où on robotise tout, mais en même temps, on est de plus en plus nombreux. Donc voilà. Donc, seuls les plus forts s'en sortiront. Moi, ce que j'avais, c'est une envie folle de réussir. Mais on est maintenant dans un système où on a plutôt cajolé les enfants, on a plutôt fait attention, et moi le premier, avec mes enfants, et on ne leur a pas expliqué que c'était une jungle à partir de 20 ans, 18, 20 ans, enfin quand on est dans le boulot et qu'on va leur mettre ils vont prendre des claques dans la tête et ils ne vont rien comprendre. Mais il faut savoir les protéger, il faut savoir les aiguiller, et il faut surtout à un moment donné savoir les lâcher. Et moi, c'est pour ça que je leur tape un peu en disant, je les pique un peu en disant, oh man, il faut réagir parce que si tu ne veux pas réagir, t'inquiète pas, il ne se passera rien pour toi parce que de toute façon, il y en aura un autre qui va le faire. Donc c'est compliqué pour eux aussi. C'était plus facile pour moi certainement de trouver un boulot, peut-être pas footballeur, mais trouver un boulot. Mais ça dépend ce qu'on veut. Moi, je tape sur un truc. Est-ce que vous êtes heureux quand vous vous levez le matin? Si vous n'êtes pas heureux, commencez à vous poser des vraies questions. C'est ça, le début du livre, il est là sur ça. Si tu vas bien, mais n'ouvre pas mon livre. Si tu es content de ce que tu fais, que tu es content de ta vie, que tout va bien, mais si tu n'es pas content parce que tu te lèves le matin, tu fais un métier que tu n'aimes pas du tout, bah, peut-être ouvre 1 ou 2 pages, et puis lis un chapitre, et puis après tu verras. Après, je comprends la famille, les enfants, les obligations, les prêts qu'on a. Ça bloque beaucoup de gens. Mais il faut se poser la grande question. Tu n'as qu'une vie sur Terre, jusqu'à preuve du contraire. On va faire comme saint Thomas, on ne croit que ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu veux être prisonnier de ton boulot que tu n'aimes pas juste parce que tu ramasses 2 000, 3 000 ou 4 000 € par mois? Ou tu veux juste être heureux parce que tu as envie de faire un truc qui te passionne? Quitte à gagner moins, à toi de voir. Il y a quelque chose qui résonne aussi dans ton ouvrage, et page 69, tu dis « Je ne crois pas ou je ne crois pas non plus au destin ». Alors ça demande une explication de texte. Tu ne crois pas au destin, c'est-à-dire que tu ne crois pas à un chemin de vie déjà tracé? Non, ça j'y crois pas. Les aléas de la vie sont tellement... Mais je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Sincèrement, je ne sais pas. Une maladie peut arriver,
un accident peut arriver. Enfin, je ne suis même pas superstitieux, donc je ne suis même pas touché du bois, mais mon premier livre, l'autobiographie, c'était Destin quand je te tiens, je l'avais appelé. Parce qu'il faut faire des choix dans la vie. Mais il faut être convaincu, même si on a cette interrogation, que de toute façon, on aurait fait ce choix-là. Et l'assumer. Donc, à partir du moment où on fait ce choix-là, on l'assume, je suis désolé, il n'y a pas de destin. Il y a notre bon vouloir. Le destin, on le subit. On se dit, oh, tiens, j'ai un destin, on verra bien ce qui arrive, c'est mon destin. Okay. Tu penses qu'on ne le provoque pas, ce destin? Ben non, puisque si on croit au destin, c'est qu'on n'a plus rien à faire. Si on croit au destin, c'est que tout est programmé. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, moi, si j'avais cru au destin, bah, j'aurais été chef de chantier, c'est très honorable, il n'y a pas de problème. J'aurais été dans le sud, j'aurais été chef de chantier dans une entreprise de maçonnerie. C'est ce qui était prévu. Ben non. Alors, certains disent non, ta destinée, c'était qu'en fait, tu n'acceptes pas ça pour que tu deviennes footballeur, pour que tu deviennes champion du monde. Oui, bien sûr. C'est bien. Ça fait beaucoup d'hypothèses de destin quand même, hein, de destinée en tout cas. Alors sur ce cheminement dans ta carrière, évidemment, 1996, tu vas passer 5 ans dans ce club légendaire qui est Chelsea. Tu gagnes tout, hein. Il y a la Cup, il y a la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Europe. Je lis parce que s'il y a bien quelqu'un qui ne connaît rien au foot, c'est moi. Je ne vibre que lorsque ce sont l'équipe de France et les équipes de France et les grosses équipes, parce que je n'ai jamais rien compris au Cup des Cups, de Coupe de Cup, de Champion de Cup, voilà. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et arrive évidemment, et tu as 30 ans, cette fameuse Coupe du Monde, un an après être arrivé à Chelsea. Et tu dis un truc qui est incroyable, alors que tout le monde est dans l'euphorie, tout le monde pleure de joie. Toi, tu dis que c'est une notion que tu ne comprends pas, le fait de pleurer de joie. Ouais. D'abord, si tu permets, quand j'arrive à Chelsea, Chelsea n'est pas le club qu'il est maintenant. Ça fait 26 ans que le club n'a rien gagné. Il vient d'être acheté quelques années avant par un homme qui s'appelle Ken Bates, qui l'a acheté pour un pound symbolique et 50 millions de pounds de dette. Et c'est un gars qui a fait fortune dans le lait, vous savez, le petit lait qu'on dépose devant les portes en Angleterre, à Londres. Et il va commencer à construire un club en faisant venir Gullit et notamment d'autres joueurs qui sont des stars. Et il m'appelle moi en me disant qu'il est très content de m'avoir et que je suis pour lui exceptionnel. Ouais, Gullit, c'est quand même un monstre du football mondial. Voilà, donc je prends, hein, moi tant qu'on me fait des compliments, je prends. Et ça se passe super bien. Mais il faut savoir que je vais en Angleterre pour la première raison, parce que Chelsea n'est pas connu, alors que j'ai des clubs en Italie et en Espagne où c'est quand même plus la mode à l'époque. Pour apprendre l'anglais. Pour apprendre l'anglais. Parce que ça me servira. Et là, je travaille pour une grosse chaîne américaine, ESPN, et j'ai un gros contrat parce que je parle anglais. Mais j'avais déjà ça dans la tête pour ça et pour mes enfants qui étaient petits. Et c'est vrai que quand il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a l'euphorie et tout ça, et on gagne, et je vois Christophe Dugarry pleurer, je crois que c'est Fabien Barthez qui pleure et tout ça. Et je me dis, oui, bien sûr que l'émotion, elle est subjective et chacun la vit, et je la comprends, hein, c'est même pas un jugement. C'est que je peux pleurer comme une madeleine quand je vois un film et que je vois une tristesse et je vois un couple qui se quitte ou le décès de quelqu'un, ou voilà, j'ai pleuré quand j'ai vu Will Smith à la recherche du bonheur, voilà, quand il est avec son fils et qu'il dort dans les toilettes. Là, j'ai pleuré parce que tu vois le mec qui veut s'en sortir et qui n'y arrive pas parce qu'il cherche sa destinée et il souffre. Mais quand tu es champion du monde sur un terrain où il y a 80 000 personnes, mais moi, j'ai envie de danser à poil, j'ai envie de me foutre tout nu parce que je suis le roi du monde, parce que plus rien me sera reproché. Mais c'est un truc de dingue. J'ai envie de tout, mais de tout, sauf de pleurer. Voilà. Même pour la naissance de tes enfants. Ouais, alors j'ai eu un très gros frisson, c'est quand à la naissance de ma fille, elle était en couveuse parce qu'elle était un petit peu trop froide, et j'ai mis ma main, vous savez, vous pouvez mettre votre main à travers un gant, et sans faire exprès, elle m'a attrapé l'index, et là je me suis dit, c'est ce jour-là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais papa. Il y avait un contact physique, mais j'ai pas pleuré, je suis juste content. Je suis juste content. Voilà. J'aurais pu pleurer pour la naissance de mon petit-fils, mais parce que j'aurais eu peur que ça se passe mal pour la maman, pour ma fille. Mais à partir du moment où tout va bien, j'ai la banane. Ouais, tu dis,
J'ai en moi une grande humilité qui m'empêche de me réjouir de mes réussites, donc je ne pleure pas de joie, même pour la naissance de mes enfants. C'est ce que j'évoquais il y a un instant. Ouais. Non, mais Euh, pour moi, quand on vit quelque chose comme être champion du monde, les gens ils me disent ah là là, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un champion du monde. Alors je leur réponds en rigolant, moi je sais pas, je me vois dans la glace tous les jours, ça me fait plus rien. Mais, mais moi, tout ce qui m'est arrivé, je l'ai jamais pris pour quelque chose d'exceptionnel, même si je sais que c'est exceptionnel. Mais pour moi, c'est ma vie. Donc c'est quelque chose de normal. Si je me dis que ce que j'ai fait c'est exceptionnel, c'est-à-dire que je me considère comme une exception, donc je me la raconte. Moi, je vis quelque chose qui est ma vie, que je trouve fantastique, mais sincèrement fantastique. Tous les jours, je me le dis. Et c'est ma culture aussi bouddhiste de me satisfaire de ce que j'ai. Alors, ce que j'ai, c'est énorme pour beaucoup de gens, mais c'est l'envie d'être heureux. Et je suis heureux. J'ai eu un temps pour apprendre, j'ai souffert ma race. Je vous le dis, hein, pardon de dire ce mot-là, mais j'ai souffert. Et j'ai eu un temps pour travailler. C'était pas facile, il fallait prouver à tout le monde à chaque fois. Et maintenant, j'ai un temps pour apprécier. Alors, sans doute plus tôt que la normalité des gens, mais depuis l'âge de 50 ans, j'ai décidé d'apprécier. Il y a des gens qui me disent est-ce que tu ne veux pas investir dans un truc? Je dis non, 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 moi je suis en retour d'investissement là, à partir de maintenant. Donc, c'est ça. arrêtez de m'embêter avec des trucs. Non, tout va bien. Et c'est moi, si je vais jusqu'au bout de ma vie comme ça, tout va bien. Alors il y a aussi, tu es un homme libre et ça c'est évidemment une très très grande richesse et tu parles de ta liberté et notamment à l'époque du plus haut niveau lorsque tu étais ce footballeur qu'on connaît tous et tu parles des transgressions de règles, c'est-à-dire que même s'il y avait des choses que les coachs ou le staff t'imposaient, eh ben de temps en temps tu transgresses un peu les choses. J'ai regardé, drogué au sucre. Ouais. Surtout, Monsieur Leboeuf, ne faites pas de moto. J'ai une Harley Davidson. Faites attention, le ski, c'est pas une bonne chose, mais depuis l'âge de 7 ans, pas de bol, je fais du ski. La clope? Oh non, 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 quand on est champion du monde, en tout cas quand on prétend un titre de champion du monde, on évite de fumer. Franck Leboeuf a fumé pendant la période de la Coupe du Monde, voire Ouais. même fumer d'autres choses que les cigarettes, et parfois même des cigarettes qui font sourire. La transgression comme ça fait partie de ta liberté? Mais complètement, complètement. À partir du moment où je savais que ça n'avait pas d'impact. Bon, la cigarette, si, j'avoue franchement que je ne veux surtout pas en donner comme exemple parce que j'ai commencé à 15 ans, j'ai arrêté à 50 ans. Un jour, j'ai dit stop. Et j'ai lu le livre d'Alan Carr, Comment finir avec la cigarette. Et pour moi, ça a été une révélation. J'ai fumé ma dernière cigarette comme un condamné. J'ai pleuré et j'ai jamais plus fumé depuis maintenant 3 ans et demi. Et, et ça, je pense que ça m'a empêché au niveau cardiaque d'être plus fort physiquement. Mais le reste, alors c'est interdit de faire de la moto de compétition. Ah, J'ai ok. bien lu parce que je savais lire. Donc la Harley Davidson, on avait le droit. C'est vrai que c'était dangereux. C'est vrai qu'un jour, j'ai eu un accident. Alors j'ai perdu un ongle, heureusement, parce que j'ai réussi à me débrouiller. J'ai fait croire que c'était ma fille qui m'avait fermé la porte, la porte d'entrée dans les doigts. J'ai toujours considéré qu'il est interdit de faire quelque chose à partir du moment où vous vous blessiez. Donc faire du ski, j'avais le droit de faire du ski. J'avais juste pas le droit de me blesser. Parce que si je fais du ski et que je me blesse pas, on s'en fout. Et donc, je skie depuis l'âge de 7 ans. Je faisais à l'époque, pour les plus anciens, du monoski. J'ai ma fusée d'or, j'ai ma flèche d'or, j'ai mon chamois d'or. Je ne suis pas un taré, je ne vais pas dans la poudreuse, je fais super attention. J'ai presque des rétros parce que j'ai été footballeur et que je sais très bien comment ça fonctionne pour faire voir s'il y a des gens derrière. Et je skie, ça doit faire 30 et quelques années que je ne suis pas tombé à ski. Voilà, c'est pour vous dire, parce que je fais attention, parce que je skie bien, parce que voilà. La moto, j'ai eu des accidents après ma carrière, mais je vis à Paris. Si j'ai pas un scooter, je ne peux plus rouler parce que c'est infernal et tout le monde le sait. Mais je ne suis pas à prendre le risque. Mais voilà, ça fait partie du truc. Où on fumait des pétards, oui, je l'ai fait. Oui. Mais je le faisais pendant les vacances. Ça a été 2 fois en 17 ans de carrière. J'ai bien rigolé. Est-ce que honnêtement, Aimé Jacquet a lu le livre? Ben, je sais pas, c'est bientôt ses 80 ans, donc je vais me faire un plaisir de lui offrir, parce que c'est le Qui 27 te novembre. disent, Ouais. petit salopard, tu as donc fait ça pendant que j'étais en train de te coacher et qu'on était en direction de cette Coupe du Monde? Mais je crois qu'Aimé savait que je fumais comme certains autres, hein. Je ne suis pas le seul dans ce Ouais, cas-là. Il faut savoir que les ouais, Latins ouais. fument et les Anglo-Saxons boivent, hein, dans le football. Il faut toujours quelque chose, un palliatif qui vous permet de vous sentir un peu normal, un peu humain, et puis surtout pour enlever un petit peu de cette pression qu'on a tous les jours. Et
Et je crois qu'aimer, je me cachais pas en équipe de France, hein, je faisais attention, je me cachais des enfants, surtout pour l'exemple, mais je me cachais pas du staff technique. La plupart savaient que je fumais, comme certains autres. Aimer ne nous embêtait pas avec ça. Quelques petites réflexions, mais plutôt sympa. Alors l'enchaînement est tout trouvé, santé du corps, santé de l'esprit, santé du mental. Tu en parles aussi, et tu as une hygiène de vie. Alors on s'imagine qu'en période sportive au plus haut niveau, comme tu l'as connu, tout ça est extrêmement réglementé. En revanche, on pourrait s'imaginer, et on voit d'ailleurs des sportifs de l'après-sport qui se retrouvent, qui sont absolument méconnaissables. Toi aujourd'hui, tu es très très bien, on te voit au théâtre et on va en parler parce que tu as une hygiène de vie qui est assez réglementé. Tu le dis d'ailleurs, ça fait partie de la bonne évolution, la bonne progression, et c'est essentiel pour justement être compétitif. La marche, le vélo, le yoga. Ouais, la musculation, beaucoup aussi. J'ai fait beaucoup de musculation après ma carrière. Alors, les gens disent, oh, vous prenez tous du poids. Je dis, oui, moi j'ai pris 10 kilos, mais de muscles. Parce que je suis parti à Los Angeles, j'avais un coach perso et je faisais de la musculation tous les jours. Et c'est vrai qu'au fil des années, j'ai pris du poids, mais j'ai pris de la musculation. J'étais quelqu'un de plutôt chétif, grand, 1m85 pour 73 kilos. Maintenant, je suis à 1m85 pour 83 kilos, jusqu'à même monter un jour 86. Je trouvais que c'était un petit peu trop, donc j'ai un peu calmé. Je fais beaucoup de cardio. J'essaie de soigner, éviter une opération, encore une fois, du ménisque. Et je fais du vélo tous les jours pour huiler un petit peu le ménisque et le genou et l'articulation. J'ai toujours considéré. En fait, j'ai rien fait pendant 6 mois après ma carrière, où je suis allé à Los Angeles et j'étais plutôt pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête. Et donc, j'ai rien fait pendant 6 mois. Puis après, j'ai recommencé un peu à jouer au foot, à faire de la musculation, comme je disais. Et puis, je me suis dit, mais ton corps, il t'a tout donné. C'est ton corps, c'est ton outil de travail. Respecte-le. Et puis, ça te permettra d'être en bonne santé, d'où l'arrêt de la cigarette. Je fais des tests de santé, tests de sang, tests sportifs, tests d'effort, tout ça, tous les 2 ans, pour voir si tout va bien. Je ne suis pas, comment dit-on, un grand fou comme Michel Drucker, hypochondriaque. Je ne suis pas hypochondriaque, mais je l'embrasse. Mais je fais attention. Oui, je fais attention. Et encore plus maintenant, je suis avec une femme qui est depuis 11 ans, ma chérie, qui est une ancienne danseuse classique, mais qui fait 10 fois plus attention que moi. Oui. C'est une machine de guerre. Quand on fait les repas, il faut vous dire qu'on rigole pas tous les jours. Hein, les sauces, tu aimes les brocolis alors? Ah ouais, non, les haricots verts, ouais, surtout, mais ouais, voilà. Sieste et 2 à 3 douches par jour? Ouais, je supporte pas de me sentir sale. Et oui, alors la sieste, oui, parce que j'en ai besoin, c'est une drogue. J'ai besoin de dormir, même si c'est un quart d'heure, ou ça peut être d'un quart d'heure à 2 heures, ça dépend comment j'ai vécu ma nuit. Mais c'est vrai que je vais programmer ça par rapport à mon emploi du temps. J'ai un emploi du temps, je dis, oh, bah, écoute, aujourd'hui, ça va pas être possible parce qu'il faut que je dorme 1 heure l'après-midi. Voilà, pour être sympa et dispo pour tout le monde et pas être sur les rotules à la fin de la journée. Mais c'est vrai que les douches, moi, je suis très content. En fait, je suis très content du malheur qu'on a eu, c'est de plus serrer des mains. Moi, je suis très content de plus serrer des mains. Et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je suis désolé, vous ne serrerez plus ma main. Vous aurez droit peut-être à mon coude ou à mon truc comme ça, mais je suis désolé. Hein. J'ai vu tellement de gens, de mecs, aller faire pipi et pas se laver les mains juste après. J'ai vu tellement de. J'ai fait une séance d'autographe il y a quelques années dans une ville où il y avait 2000 personnes. Je serrais des paluches toutes les 3 secondes et toutes les 50 fois que je serrais les mains, on m'a amené du gel hydroalcoolique. J'avais les mains noires, tellement les gens sont dégueulasses. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Je préfère faire un hug en fait que serrer des paluches. Parce que dans les mains, il y a tout. Hein. Il y a toutes les merdes. Et les gastros reviennent là. Bravo. Oui. Bravo tout le monde. Donc, si vous croisez Franck, on est bien d'accord, faites-lui un petit geste, un petit signe, mais pas de serrage de paluche. Alors, on parlait de la santé du corps, évidemment, puis on en parle avec humour et tu décris tout cela mais il y a la santé de l'esprit. La santé de l'esprit, c'est aussi une notion qui est très importante quand, notamment, tu es à Los Angeles, tu as ces quelques mois où tu prends une espèce de recul sur toi-même, où tu es en questionnement sur ton avenir, sur ce que tu as peut-être envie de faire. Et à Los Angeles, il y a des cours, tu vas prendre des cours dans une école, des cours d'acteurs, et
tu vas rencontrer, pas dans cette école, mais tu vas entendre parler de ce monsieur qui s'appelle Jay Shetty, Think Like a Monk, qui veut dire tout simplement penser comme un moine, qui n'a rien d'un moine d'ailleurs. Quand on le voit comme ça, on se dit que le garçon n'est pas... Voilà, et pourtant si, hein, quand vous le voyez sur la photo, c'est assez incroyable. Qui est ce Jay Shetty? Jay est quelqu'un d'extraordinaire avec son épouse. Enfin voilà, c'est quelqu'un de tellement jeune, mais tellement sage déjà. Il est parti en retraite pendant 3 ans, je crois. Je crois que c'est 3 ans. Et est devenu moine, donc bouddhiste. Et est une forme d'influenceur maintenant, si on veut, mais l'influenceur de la sagesse, vous pouvez retrouver notamment sur Instagram, où il fait des vidéos, où il parle. C'est quelqu'un. Bruce Willis est un grand ami à lui, par exemple, et Bruce Willis est le mec qui vous rend heureux quand vous êtes à côté de lui, quoi. Parce que le mec est plein de positifs et choses comme ça. Et Jay, j'ai eu la chance de discuter avec lui. On ne s'est jamais vraiment rencontrés, mais j'ai eu la chance à travers Internet de discuter avec lui. Voilà, mais c'est des gens qui vous font du bien. C'est des gens qui, si avec eux, on va dire que Bruce Willis, lui et moi, des gens comme nous sur Terre, il n'y aurait jamais de guerre. Hein. Je vous jure, il n'y aurait jamais de guerre, il n'y aurait jamais de problème, tout irait bien sur Terre. Malheureusement, on est plutôt en infériorité. C'est ça. Et on voit toutes les personnalités américaines. Il y a Oprah Winfrey qui est également à ses côtés aussi. Il y a Will Smith, il y en a plein. Puisque on parle de la santé de l'esprit. Je voulais dire Will Smith, pardon. Will Smith, oui, absolument. Voilà. Tu dis, je suis agnostique et je suis plutôt attiré vers le bouddhisme, non pas comme une religion, puisqu'il n'y a pas de prosélytisme. En revanche, c'est ta philosophie de vie au travers du bouddhisme. Donc, tu te reconnais au travers de cette philosophie de vie qu'est le bouddhisme? Ouais, alors je suis agnostique, ça veut dire que je crois en Dieu, mais je ne crois pas en quelque religion que ce soit. Voilà, pour moi, ce sont des écrits, ce sont des choses qui ont été transformées, qu'on a bien voulu faire pour apprendre. Les 10 commandements, je les trouve très utiles, notamment, par exemple, ça a permis de donner quelques lois à certaines personnes à l'époque où on en avait besoin. Voilà, mais je ne me reconnais pas dans les histoires de Marie, Joseph, tout ça, si on parle du catholicisme. Voilà, mais chacun fait ce qu'il veut et tant mieux s'il se sent bien. Voilà, moi, j'ai découvert le bouddhisme, mais pas comme une religion, mais comme une philosophie de vie où ça permettait, j'ai appris à respirer, quoi. On m'a appris grâce à la méditation, à des choses comme ça, à respirer. Et j'ai eu la chance de suivre le Dalai Lama quand il est venu à Los Angeles et d'aller à 2 conférences qu'il donnait. Et le gars m'a éclairé sur la façon de voir les choses. Par exemple, simplement de dire je ne sais pas. Quand on lui posait des questions, il disait mais je ne sais pas, je ne suis pas un devin. Je suis le Dalai Lama, mais je ne suis pas un devin. Et il disait, vous savez, dire je ne sais pas à quelqu'un, c'est s'ouvrir à cette personne en disant raconte-moi et apprends-moi quelque chose. Ça veut dire que tu es curieux, ça veut dire que tu t'intéresses aux autres, ça veut dire que tu ne te la racontes pas déjà. Parce que c'est quelqu'un qui te dit je sais, mais il te fatigue le mec, s'il sait tout. Il te fatigue, ben voilà. Et quand un grand bonhomme comme lui te dit, moi je sais le problème israélo-palestinien, je ne sais pas. Je veux bien écouter, expliquez-moi si vous arrivez à m'expliquer. Voilà, mais c'est ça qui me plaît, moi, chez les gens. La curiosité de l'apprentissage de plein de domaines. Et moi, c'est ce que j'ai reçu. Le positif du bouddhisme. Le Dalai Lama existe. Si on parle de religion, c'est une religion progressive. C'est quelque chose qui avance avec son temps, qui se forme avec son temps. Et puis, voilà, il y a une sagesse. Encore une fois, j'ai un certain âge. J'écoute, je donne ma position, je suis un peu trop tranchant, et une position trop tranchée encore, mais je m'assouplis pour essayer d'être un peu plus en concordance avec ce qu'est la nouvelle génération. Mais voilà, mais surtout, moi je me lève le matin, mon truc à moi, c'est de dire, je vais essayer d'être heureux et je vais essayer d'embêter le moins de monde possible. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Encore une fois, hein. Jay Shetty le fait, Will Smith le fait. Et si tout le monde le faisait, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Est-ce que tu as toujours ce petit rituel avec ta couette que tu remets et tu expliques dans le livre que tu prends un plaisir, c'est-à-dire que tu as une chronologie des choses que tu fais régulièrement ta matinée entre le fait de prendre ton petit déjeuner, ensuite d'aller dans ta chambre, de remettre les draps et la couette d'une certaine manière. Tu continues à faire ça à chaque fois, tous les matins ?
Ben, le matin, le matin, je me lève, j'ouvre mes draps en grand, je sors toutes les mauvaises choses de la nuit, hop, j'ouvre en grand, j'ouvre ma fenêtre en grand, je me pèse tous les matins et je vais prendre le petit déjeuner. Je donne à manger à mes chats d'abord et je prends mon petit déjeuner. Hmm. Et puis après, c'est vrai que je commence à faire mon lit. C'est la première chose. Je me lave les dents et puis je fais mon lit. Et quand je fais mon lit, c'est une méditation en fait. Et on en a parlé avec Jay, qui m'a dit, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Parce que quand tu fais ton lit, tu mets tout en ordre. Tu commences à planifier certaines choses. C'est inconscient, mais quelqu'un qui fait pas son lit, c'est le bazar, c'est le bordel déjà. Déjà dans sa vie, c'est le bordel. Quand tu as commencé à régler ça, que tu as pris le temps de faire ton lit, et quoi, c'est deux draps, hein, c'est deux draps, tu as un peu remué, tu remets ton lit, maintenant on a des couettes, ça va très très vite. Ben déjà, ta chambre, elle est plus nickel. Toi, tu te sens mieux, c'est plus clair dans ta tête, tu peux attaquer le boulot. C'est une méditation. C'est une méditation, c'est assez extraordinaire. Alors, en conclusion, tu dis, on a bien compris que la base, c'était évidemment dans ton éducation, dans ton évolution, la base, c'est le travail, la volonté, l'envie et le travail que tu remets au centre de tout, hein. À chaque fois, tu y reviens. Oui, par contre, Marc, si je peux me permettre, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'on vit pour travailler ou est-ce qu'on travaille pour vivre. C'est ça la grande question. Moi, j'ai décidé que oui, je travaille pour avoir une belle vie. Voilà. Mais Hmm. je ne sacrifierai jamais ma vie pour mon travail. J'ai des amis qui sont mes, mes millionnaires que vous ne pouvez même pas imaginer, qui pèsent 400, 500 millions de dollars, qui se lèvent le matin à 6 heures, qui se retrouvent au boulot à 7 heures, qui en sortent à 20 heures. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hmm. Ils te disent qu'ils sont heureux. Bon, bah tant mieux. Mais je ne comprends pas. C'est pas ma vie. Et tu dis d'ailleurs, quand tu t'adresses à tes lecteurs dans le livre, tu dis soit jusqu'au boutiste, soit anarchiste, cherche ton nirvana, cherche ton plaisir avec un tout petit peu d'égoïsme de temps en temps. Oui, alors l'égoïsme, il faut le prendre du côté positif. Moi, j'ai appris l'égoïsme grâce au bouddhisme, parce que j'ai appris à dire non quand je ne pouvais pas faire. J'avais la tendance à dire oui à tout le monde, et en fait, je me noyais dans les promesses que je ne pouvais quelquefois pas tenir. Et Hmm. là, et là j'ai réussi à un jour dire, ben non, je ne peux pas. Ah bon, pourquoi vous ne pouvez pas? C'est une œuvre caritative. Mais oui, mais j'ai déjà 3 œuvres caritatives, j'en fais une quatrième, moi, je peux pas tout faire, quoi. Donc, je vais rendre des gens malheureux et ils vont attendre beaucoup de moi, je ne pourrai pas leur donner. Donc, j'ai appris cette forme d'égoïsme. Euh, quand on va partir, tous, un jour on partira, ben, on va se retrouver tout seul, hein. Le dernier moment, on sera tout seul. Donc, il faut penser à soi. Il faut, il faut penser que oui, c'est bien les autres. Il y a eu ce film euh, extraordinaire avec Morgan Freeman et Jack Nicholson qui s'appelle The Bucket List. C'est la liste qu'on fait des choses qu'on veut faire Absolument. avant de mourir. Ils ont tous les deux, ils se retrouvent tous les deux dans un hôpital. Et, et en fait, Morgan Freeman va suivre Jack Nicholson dans le film pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et il va délaisser sa famille. Et la grande question, elle est là. Est-ce que je reste à côté de ma famille parce que ma famille me voit pour mes derniers moments avant que je meure, parce que ben, ça les réconforte de me voir là? Ou alors je me casse et je vais faire ce que j'ai à faire avant de mourir, je mourrai au moment où je mourrai. Et c'est la grande question. Moi, j'aurais tendance à faire ce que j'ai envie de faire, et ils pleureront sur moi quand ils auront à pleurer, mais je serai mort. Mais je ne serai pas là dans mon lit à aller me visiter en disant dis donc, et pleurer, voir pleurer, parce qu'ils savent que c'est les dernières secondes et que bientôt je vais passer l'arme à gauche. Ben non, moi j'ai une vie jusqu'au bout, je ne sais pas quand, mais jusqu'au bout, je ne veux pas de regrets. Donc je ferai ce Et que j'ai à faire. c'est ce que tu inculques à tes enfants. Oui, bien sûr. J'ai toujours dit à mon fils, papa, il a été footballeur, papa, il est acteur. N'essaye pas de suivre mon chemin, n'essaye pas de me battre. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu aimes. Parce que c'est le plus important. C'est ce que tu aimes. Moi, j'en ai rien à foutre que tu gagnes des millions. J'en ai rien à foutre qu'on te voit à la télévision. J'en ai rien à foutre que tu sois connu. C'est pas un plus d'être connu. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux et passionné. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Moi, j'admire un menuisier qui est dans son petit cabanon au fin fond d'une campagne française et qui s'éclate à faire des chaises ou je sais pas quoi. Tant qu'il est heureux, ça, moi, ça me plaît beaucoup, ça. Aujourd'hui, c'est ça qui te rend heureux, c'est être sur scène avec les autres comédiens, partager justement ces instants avec le public, même si on sait encore que c'est compliqué aujourd'hui, mais on sent bien que c'est ça ton épanouissement, ça passe par là?
Oui, oui, c'est extraordinaire parce que, en fait, c'est dingue, mais j'étais plus sur scène que je l'étais sur un stade de foot, puisque je suis à plus de 1100 représentations, alors que j'ai fait que C'est fou 700 matchs ça, de foot. c'est Mais incroyable. ouais, ouais, non, mais il y a un vrai travail. Avant de faire l'interview, tu m'as vu parler à quelqu'un parce qu'on gère, parce que je produis aussi des pièces de théâtre. Et c'est vrai que pour moi, quand j'arrive sur scène, j'ai pas le trac que j'avais dans le foot. J'ai juste l'envie de bien faire. Et parce que je fais des comédies, de faire rire les gens. Et je sais Mm. où je vais faire rire les gens. Et j'ai un plaisir à me sortir cette phrase qui va faire exploser les gens de rire. Ou à la situation où je me retrouve un silence. Un silence où tu sais que tu vas morfler, tu vois. Parce que la personne t'a dit quelque chose. Et les gens savent que tu vas morfler et se mettent à rire. Mais c'est jouissif, mais d'une force. Et on s'éclate tous les quatre, là, dans notre pièce qui s'appelle Drôle de campagne. Demain, je suis sur scène pendant les prochains 3 jours. On est dans le peaufinage des conneries qu'on veut sortir parce que c'est un art. C'est vraiment un art. Une phrase doit être dite quelquefois en 2 fois pour faire rire, quelquefois en entier pour faire rire. C'est selon la phrase, selon la perspective qu'on veut lui donner. Mais c'est, oui, j'ai la chance de faire quelque chose d'extraordinaire comme j'ai eu la chance, non la chance, j'ai la possibilité de le faire, on va dire. La chance, j'ai saisi cette, on parle de destinée tout à l'heure, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris des cours, c'est pas par hasard, je suis pas arrivé en disant, oh, je suis acteur maintenant. Non, 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 j'ai bossé comme un malade pendant un an et demi, à raison de 4-5 heures sur scène en anglais, à bosser à Lee Strasberg Institute. Et mes potes, oui, j'étais vert au début en 2010. Je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Je connais le théâtre maintenant aussi bien que n'importe quel autre comédien. C'est extraordinaire parce que pour finir, Franck, on a l'impression que, j'allais dire, tout réussit. Alors effectivement, ça te réussit parce que tu as bossé et que tu t'es acharné pour que les choses se mettent en place. Qu'est-ce que tu aimerais de plus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il te manque pour que voilà, le tableau soit complet? Tu as une vie de famille, des enfants, Ouais. tu vis ta vie, tu as des projets, tu vis une passion qui est la scène, le théâtre, tu produis, tu continues dans l'univers du sport à commenter des matchs. Qu'est-ce qui te manque? Il me manque rien. Il faut juste que le bonheur continue. Il faut juste que le bonheur continue. C'est juste ça. On vit un moment difficile. Et moi, comme les autres, j'ai été stressé tous les matins à allumer la télévision et à voir le nombre de morts tous les jours, le nombre d'hospitalisés en réanimation. Enfin voilà, c'est stressant et on en est encore là-dedans. Et j'ai vécu ce stress comme tout le monde. Donc ça, déjà, on voudrait que ce soit fini. Je Hmm. voudrais que les gens fassent encore un peu attention. Parce que oui, bien sûr, qu'on a peu de chance si on est en bonne santé d'en mourir, mais il y a des gens à côté. Mon épouse a une grand-mère de 99 ans, donc il faut faire attention à elle. Voilà, mais sinon, moi, je ne demande pas grand-chose. En même temps, tu as tout, hein. Donc, Ouais, 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 c'est vrai, j'ai une femme magnifique, super belle, intelligente, sympa en plus. tout J'ai va un beau bien. métier, tout va bien, voilà, je passe un bon moment, je vais passer 1 heure avec toi, donc tout va bien. Maintenant, je vais me Je faire suis ma ravi. petite sieste, tout va bien, et après, je vais aller à la musculation. Mais non, mais ça va, ça va. Je vous Tout va remercie. bien. Bah, voilà, que les gens autour de moi fassent en sorte que je continue à être heureux. Voilà. En tout cas, il faut lire ce livre, hein, Y croire pour soi, une histoire de force et de confiance. Le courrier du livre, c'est les éditions Guitry Daniel qui, encore une fois, nous permettent de lire comme ça des parcours de vie. Qu'est-ce que j'aime raconter des histoires? Qu'est-ce que j'aime voir de quelle manière les gens s'en sont sortis, de quelle manière ils transmettent justement leur volonté, leurs envies, la niaque et en tout cas le fait de ne rien lâcher, de savoir aussi se remettre en question et que l'ambition n'est pas nécessairement un signe de j'écrase les autres pour essayer d'avancer et d'être au-dessus des autres. Non, non, on peut faire les choses avec beaucoup plus de subtilité, voilà, de douceur, tout en étant droit dans ses bottes. Merci beaucoup. Un exemple, Franck. Merci infiniment. Merci Marc, et portez-vous bien, soyez heureux. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.